Nous, on va passer à une franchise où vous allez pouvoir développer encore bien plus que ce que vous avez déjà fait, puisqu'on va parler des Knicks, dont vous êtes fans tous les deux. C'est FD qui s'est chargé de faire cette preview des Knicks. Des Knicks qui ont été un peu la surprise de la saison dernière avec une place de cinquième, extrême arrachée un petit peu dans les dernières journées, mais malgré tout solide, avec Quatrième. quatrième, pardon, quatrième. Quatrième. Quatrième, pardon. Très bonne rectification. Alors que Yugi, qui vient de nous follow, nous hurle, oui, la Knicks Nation, elle est là, bah, très bien, bienvenue à toi, bienvenue à la Knicks Nation qui nous rejoindrait. N'hésitez pas, encore une fois, comme c'était le cas avec les fans des Wizards qui ont activement participé, n'hésitez pas à nous donner votre ressenti, à compléter ce qu'il y a à compléter, à me corriger, comme à l'instant vous venez de le faire à raison. La glissade, et oui, la glissade. Surtout que j'ai hésité en plus, non, excusez-moi vraiment. Les Knicks donc, équipe surprise, alors avec un succès peut-être un petit peu en trompe-l'œil, ou en tout cas qui repose en partie sur des éléments contextuels. Il est vrai, on y reviendra, on se posera cette question de cette confirmation avec des éléments qui peuvent changer du tout au tout. On verra si c'est viable et si la franchise peut espérer confirmer cette dernière saison. Il y a quand même un élément de sûr, ça a été la saison de Julius Randle. Est-ce que Ben, tu peux en parler un petit peu de cette explosion du power forward? Ouais, bah alors en début de saison, je pense que tout le monde était d'accord. On ne savait pas trop ce que ça allait donner, Randle avec Thibodeau. En plus de ça, il y avait eu la draft de Topin sur son même poste. Donc, sans dire qu'il était en danger, et c'était juste que des interrogations se posaient. Et franchement, il y a eu, bah, en dehors du fait qu'il s'est mis à shooter d'un coup extrêmement bien, ce qui peut être, comme tu l'as déjà dit, contextuel, bah, le fait que ça soit devenu un créateur et un leader offensif plutôt solide, ça change tout en fait pour New York. Et ça a tout changé. Parce que vraiment, la première année où il était à New York, l'attaque était vraiment catastrophique. Il y avait pas du tout comment dire, de mouvement offensif. Il y avait rien de concret. Et en plus de ça, lui n'était pas en forme. Là, bon, l'attaque n'était pas exceptionnelle non plus, mais au moins lui était vraiment, vraiment au niveau. Alors je ne sais pas s'il va maintenir ce niveau sur une deuxième saison consécutive. En plus, il a eu une prolongation assez chère. Mais au moins cette année, il aura du backup pour le soutenir à la création et il pourra peut-être encore plus se concentrer sur mettre des paniers, ce qu'il fait quand même plutôt bien. C'est un petit peu ce qui a été montré en playoff, les limitations en fait de ce jeu autour de Randall, même si ça avait parfaitement euh, marché pendant la saison régulière, ça avait parfaitement fonctionné autour de New York. C'est vrai qu'il y avait un plafond offensif très clair à la création, notamment à l'arrière, où en termes de roster c'était assez limité, avec Derrick Rose et Immanuel Quickley qui, si il montre des choses intéressantes, restait un rookie, hein, faut pas non plus trop en demander. Un point qui a été tout simplement adressé pendant l'intersaison. On va revenir à la vue de la preview pour parler un petit peu du in-and-out et faire le point sur le roadster. Pas mal de départs et d'arrivées. On note les départs de Bullock, de Payton, de Nilikina, sur lesquels on va pas forcément revenir, mais par contre, les arrivées de Kemba Walker et d'Evan Fournier qui sont censés régler un petit peu ce problème offensif, de création offensive à l'arrière. Peut-être FD, tu peux un petit peu plus nous en parler. Ah, tu l'as très bien dit. Le problème, et on l'a vu pendant les playoffs, c'est que les Knicks, à part Julius Randle et plus tard dans la saison quand il est arrivé Derrick Rose, qui arrive quand même sur ses 30 ans et dont on connaît les problèmes de santé, ça manquait énormément de création, de joueurs qui étaient capables de créer leur propre tir, mais aussi de créer pour les autres, de prendre un pick and roll, de fixer et de lâcher la balle. RJ Barrett n'en est pas encore capable à un très haut niveau. Elfrid Payton n'en était pas capable. Reggie Bullock était un tireur assez unidimensionnel. Et donc on arrivait très vite sur une impasse offensive qui était maintenue à flot
par l'héroïsme de Julius Randle. Et donc l'arrivée de Kemba Walker et Evan Fournier, elles vont dans ce sens de demander plus de création aux arrières. Kemba Walker, on se rappelle du Kemba dans sa première année à Boston, dans sa dernière année à Charlotte. On connaît sa capacité à créer son tir. Il a perdu un petit peu en explosivité avec ses blessures au genou, mais il excelle toujours à cette création, à mi-distance, en sortie de dribble, et il est toujours très bon sur pick and roll. Ça, il n'y a pas de souci. Evan Fournier, on connaît en équipe de France sa capacité à créer son tir après un dribble. On le voit le faire tous les étés. Et on connaît en NBA sa capacité à prendre des tirs en catch and shoot. En plus de ça, au Magic, comme il était le créateur principal derrière Vucevic, on l'a vu prendre de plus en plus de pick and roll. Et donc, il va pouvoir soulager une attaque qui a besoin de création. En défense, je ne sais pas si tu veux parler de la défense tout de suite, mais Ouais, j'allais faire cette transition-là, en fait, c'est-à-dire que autant je trouve que oui, ça a été vraiment adressé et c'est très intéressant en termes de création. D'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin, je voulais partager, et puis je vais vous le montrer à l'écran, cet article qui détaille à quel point en fait l'arrivée de Kemba Walker peut être importante pour les Knicks. C'est un article qui m'a été donné hier soir sur Basket Catéchisme par Hugo, donc big up à eux, big up à lui. N'hésitez pas à aller voir la chaîne Twitch de Basket Catéchisme, j'en profite pour créditer aussi. C'est vraiment, alors passer de Peyton à Walker, c'est passer d'une Fiat Punto à une Porsche. Yugi qui résume plutôt ça bien, puisque c'est vrai que Kemba c'est pas encore la Bugatti Veyron ou quoi, mais c'est déjà un beau modèle de meneur, et ce sera bien évidemment meilleur qu'Elfrid Payton. Là par contre où Elfrid Payton était intéressant pour les Knicks, c'était quand même du point de vue défensif, c'est un de ses seuls, une de ses rares qualités, on peut pas lui enlever. Et autour même de Thibodeau, c'est souvent, voilà, c'était ça qui a aussi fait le succès de la team, en plus du point de Julius Randle. C'est bien évidemment cette identité défensive. Est-ce que, et tu vas pouvoir me répondre tout de suite FD, est-ce que c'est pas problématique un backcourt Fournier Kemba Walker en défense? Est-ce que c'est pas problématique pour l'identité de cette équipe qui a fondé son succès sur sa défense de fer? Alors j'ai envie de dire, ça dépend. C'est la réponse la plus simple. Le système défensif de Tom Thibodeau, il demande aux 5 joueurs d'être constamment en aide, d'être constamment, même à une passe, hein, d'être assez proche de la raquette pour pouvoir contenir les pénétrations. Donc au final, les 5 joueurs sont très impliqués défensivement. Qu'est-ce que ça veut dire pour Kemba Walker? Ça veut dire que quand il va se retrouver contre un meneur assez rapide, il aura derrière lui 4 mecs qui sont prêts à le couvrir et qui sont prêts à l'aider défensivement. Mais de l'autre côté, ça veut dire que quand il va défendre sur un poste 2 et qu'il va défendre hors ballon, il va aussi devoir faire ses efforts défensifs, de venir en aide, de revenir, de faire des rotations. Et ça fait longtemps qu'on l'a plus vu le faire à un très haut niveau. C'est jamais quelqu'un qui a joué, les Américains disent le moteur. C'est jamais quelqu'un qui a eu énormément d'énergie en défense. Donc ça, il va devoir le prouver parce que c'est ce que Tom Thibodeau demande. Maintenant, voilà, ce côté défense très collective permettra à Kemba Walker d'être un petit peu caché. On va pouvoir le mettre sur un poste 2 qui tire, sur un poste 3 qui tire. Je pense par exemple à Danny Green. On a réussi à cacher des mauvais défenseurs, Trae Young par exemple, en les faisant défendre sur Danny Green ou sur Reggie Bullock dans la saison des Knicks. Donc, effectivement, ça limite par rapport à Elfrid Payton, mais c'est pas non plus une fatalité. Et je pense que l'apport de Kemba Walker offensivement vaut le coup de prendre ce risque défensif. Et surtout, pour rappeler son contrat à 8 millions l'année, c'est un risque qu'il fallait prendre pour les Knicks. Totalement, je te rejoins, et tu fais très bien de préciser le montant de l'année de Kemba Walker, qui effectivement cette année vraiment vaut le coup absolument, surtout qu'il répond encore une fois à ce problème offensif. Yugi qui nous dit dans le chat, on va peut-être justement afficher le chat, en profiter. Fournier n'a pas de mauvaise capacité défensive, je trouve que défensivement il peut bien coller au style de Thibodeau. Je pense que ça va pas être rare cette saison de voir Fournier et Barrett défendre le meneur adverse en cas de problème, et qui salue
ta qualité d'intervention FD. Bah, merci Yugi. Qu'est-ce que on se disait en off que Evan était certes capable de ses rôles défensifs, en tout cas de s'occuper défensivement, d'être correct, voire un plus de ce côté-là du terrain. Qu'est-ce que tu en penses? Tu me disais que ça faisait quand même longtemps qu'il n'avait pas montré ce genre d'effort en NBA. Rappelez-vous au Magic, effectivement. Au Magic, c'était lui qui se coltinait chaque soir les James Harden, les Russell Westbrook et les Klay Thompson de ce monde. Ça, c'est sûr qu'il était très responsabilisé défensivement. Dans sa dernière année au Magic, un petit peu moins. Dans son année à Boston, forcément un petit peu moins parce qu'il avait des meilleurs défenseurs autour de lui. Est-ce que Evan Fournier, aujourd'hui, est capable de défendre pendant 35 minutes sur un meneur adverse? Je ne suis pas sûr. Mais effectivement, il y a la solution à RJ Barrett. Je pense que les Knicks vont de toute manière, avoir du mal contre des énormes meneurs. Voilà, contre des meneurs très rapides, très vifs, ils vont avoir du mal. Donc, je pense par exemple à Trae Young, hein. Malheureusement, j'en fais encore des cauchemars. Contre Trae Young, ils vont avoir des soucis. Contre De'Aaron Fox, ils vont avoir des problèmes. Contre Ja Morant, ça va aussi poser problème. Mais de toute manière, ces profils sont de toute manière très durs, très difficiles à défendre. Il y a très peu de joueurs dans la NBA actuelle qui sont capables de le faire. Evan Fournier, effectivement, je pense personnellement qu'Evan Fournier est une amélioration défensive par rapport à Reggie Bullock. Je trouve Evan Fournier beaucoup plus complet, beaucoup plus physique défensivement que Reggie Bullock. Donc je ne pense pas que Evan Fournier soit une tare défensive. Au contraire, il va être très bien intégré dans le système de Tom Thibodeau. C'est un peu ce que je lisais à droite à gauche venant des Knicks fans, et Yugi le dit très bien. Il peut remplacer le rôle défensif de Reggie Bullock avec plus d'apport offensif, donc c'est clair que c'est un remplacement qui semble valuable au premier abord. Ben, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce backcourt, ces deux arrivées, que ce soit offensivement ou défensivement? Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus ou pas, et on passe à la suite? Je suis totalement FD sur tout ce qu'il a dit. Je vois pas grand-chose d'autre à rajouter. Je pense que, comme il l'a dit, tenter le coup Walker, c'était quelque chose d'assez... Enfin, ça me semble logique de l'avoir fait, parce que quand on voit au moment où il a été signé, l'état des bases arrières de New York, enfin, commencer une saison titulaire en 2021 avec Derrick Rose ou Quickley à la main, ça paraît pas quand même quelque chose de sûr. Donc non, franchement, tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit FD, que ça soit l'apport offensif ou les quelques questions défensives. Du coup, on va peut-être passer à la suite de notre programme sur les Knicks. Un intérêt du coup, malgré tout, même s'il y a une perte défensive potentielle derrière ce backcourt avec Kemba, mais comme vous l'avez bien précisé, ce sera sur des situations précises et face à des match-up précis. Yugi qui nous dit, surtout je trouve qu'il apporte beaucoup plus en porteur de balle et globalement dans la circulation du ballon, c'est ce qui a pas mal manqué lors de la pré-saison. Oui, totalement. Alors qu'on dit bonjour à Cruz, Cruz qui vient nous follow, bienvenue à toi, installe-toi, n'hésite pas à commenter dans le chat. Merci en tout cas de nous rejoindre. Clairement, il y a aussi cet aspect avec Fournier où il peut être second comme le disait FD sur le pick and roll, second créateur sur le pick and roll. Malgré donc il y a eu cet apport à l'intersaison. Malgré ça, c'est vrai que la question qui se pose pour les Knicks, c'est est-ce que ça suffira à réussir à faire confirmer la saison des Knicks de la saison dernière, qui passe à une victoire de la 6e place, alors qu'ils finissent 4e, donc cette fois je ne me plante pas. Donc c'était déjà un classement qui était serré dans la conférence Est et qui aurait été de toute façon une belle surprise par rapport aux Knicks, mais il y a d'autres éléments contextuels qui jouent en leur faveur. On a parlé bien évidemment du fait que Randle s'est peu blessé, et tant mieux, bien évidemment, tant mieux pour lui et pour la Ligue de l'avoir eu en bonne santé. Malgré tout, on pense notamment aux Celtics, on pense à plein d'autres équipes à l'Est qui ont énormément subi le Covid. FD, dans ton article, dans ta preview, tu notais et aussi la hausse du pourcentage à 3 points de l'équipe qui passait de 27e à 3e de la ligue, avec un bond de
de près de 5% au pourcentage au tir, de 33 à 39% de loin. Il y a aussi le fait que défensivement, même si voilà, l'équipe a été très performante, notamment dans la protection du cercle, vous le disiez tout à l'heure, et derrière des profils comme Mitchell Robinson, Nerlens Noel, qui sont très bons dans ce secteur-là, malgré tout, il y avait eu un très faible pourcentage des adversaires à 3 points face aux Knicks qui ne s'expliquait pas forcément et qui donc pouvait être une anomalie statistique et de saison qui ne se reproduirait pas. Votre avis par rapport à tous ces éléments contextuels qui ont aussi fait le succès des Knicks? Alors c'est pas du tout pour diminuer le succès des Knicks. Simplement, c'est pour plutôt se poser la question de à quel point c'est reproduisible, à quel point vous pouvez encore viser l'avantage du terrain la saison prochaine. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? À quel point ces éléments contextuels vont-ils se reproduire ou pas? Et si vous êtes armé pour y faire face? L'avantage du terrain me paraît être un horizon assez optimiste. Les 4 premières places à l'Est vont être compliquées à aller chercher parce que on a vu quand même que les Hawks sont très solides. Les Celtics vont revenir plus forts, les Raptors vont revenir plus forts, mais on en parlera après, peut-être pas assez pour inquiéter les Knicks. Moi, je les vois dans les dernières places qualificatives en playoff ou dans les 2 premières places du play-in, donc entre 6 et 10, quoi. Il y a cette question, comme tu l'as dit, du pourcentage des adversaires à 3 points. Est-ce que c'était dû à une saison un petit peu bizarre? Est-ce que c'était dû à un magnétisme des défenseurs des Knicks qui arriveraient à perturber des tirs à 3 points sans même les défendre? On va voir. Moi, je n'explique pas forcément pourquoi les Knicks ont été si bons en défense au tir à 3 points l'année dernière. Tout comme j'ai peur de voir la saison au tir de RJ Barrett et de Julius Randle. Je ne sais pas s'ils ont encore une saison à 40 et 41% respectivement dans les bras, même si RJ Barrett commence très bien la pré-saison. Il commence en étant très très adroit. En parlant de cette pré-saison, rapidement, elle me donne quand même des bons signes de circulation du ballon notamment. Kemba Walker et Evan Fournier semblent être très bien intégrés. Si l'attaque continue à prendre et que le niveau affiché en pré-saison est indicatif du reste de la saison, effectivement, on pourrait faire la surprise une deuxième fois et puis aller chercher la 5e, la 6e place. Ben, là-dessus, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Pour le pronostic, je suis plutôt d'accord avec FD. En fait, j'ai l'impression qu'avec les arrivées comment dire, des deux ex-Celtics, l'objectif, c'était de réduire au maximum comment dire, les circonstances contextuelles. Comme tu l'as dit, le fait que comment dire, les adversaires shootaient excellemment mal face à New York. Le fait qu'au contraire, nous, d'un coup, on s'est mis à shooter comme Steph Curry et Klay Thompson. La très bonne saison de Randle, tout ça, comme tu l'as dit, on ne sait pas si c'est reproductible sur le long terme. Par contre, en signant des gars référencés comme Walker ou Fournier, je trouve que c'est une manière d'essayer de pérenniser comment dire, sa belle saison, quoi, de la faire fructifier. Après, peut-être que ça peut planter, mais il y a au moins une tentative du front office de ne pas griller les étapes en essayant de récupérer un mec trop gros tout de suite, mais en même temps ne pas lâcher les gars qui t'ont fait réussir, donc comment dire, de maintenir la bonne entente du vestiaire en rajoutant des éléments sur les postes et les secteurs comme la création qui en manquaient clairement. Moi, je suis assez optimiste sur la future saison. Après, c'est vrai que nos concurrents directs ont soit progressé en termes de roster, soit ont vécu l'année passée une année calvaire qu'ils ne revivront peut-être pas cette année. Mais en tout cas, c'est un bel intersaison, je trouve. Moi, je te rejoins assez. Et pour aller un petit peu plus loin et peut-être parler d'autres éléments du roster, je me dis qu'il y a aussi potentiellement d'autres améliorations en interne aussi, que ce soit pour les jeunes. On parle notamment
d'RJ Barrett, qui est quand même assez attendu en termes de développement. On en parlait hier un petit peu sur Basket Catéchisme, où on voyait, il y avait un Wared, un fan des Knicks dans le chat, qui nous disait que à terme, il envisageait peut-être, en tout cas, il espérait peut-être que RJ Barrett soit une option 1 ou une piece avec Julius Randle. Ça m'amène un peu à cette question aussi, et cette ouverture, pour finir cette preview pour les Knicks, cette ouverture vers le futur. On sait que les Knicks, c'était extrêmement galère en termes de reconstruction jusqu'à cette arrivée de Tom Thibodeau et cette saison autour de Julius Randle. Ça doit faire un bien fou pour les supporters d'avoir cette bulle d'air de compétitivité retrouvée. Malgré tout, dans un moyen long terme, comment se place un peu la franchise en termes d'élévation du plafond? Qu'est-ce qui fait qu'elle peut espérer se voir jouer des places plus hautes et potentiellement ensuite en play-off devenir un contender sérieux? C'est quoi votre marge de progression peut-être à l'avenir? Voilà, j'ai un peu parlé de RJ Barrett. Est-ce que c'est possible de l'envisager comme option 1 bis avec Randle? Est-ce que c'est sur ce duo que peut se construire la franchise? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs potentiellement plus jeunes que Evan Fournier, Kemba Walker, qui vont plus apporter sur le court terme, qui peuvent être envisagés pour voir l'évolution des Knicks dans ce moyen long terme? Alors effectivement, il va y avoir le développement en interne. Tu l'as très bien dit, Julius Randle qui finalement est pas si vieux que ça, RJ Barrett qui va continuer à se développer physiquement, qui va continuer à développer son tir. C'est déjà un très bon défenseur sur l'homme. Et offensivement, il va continuer à progresser. Il y a, dans une moindre mesure, Emmanuel Quickley, Obi Toppin, qui vont pouvoir intégrer de manière pérenne la rotation et s'affirmer comme des très bons joueurs en sortie de banc. Je vois pas leur plafond être plus haut que ça, hein. Mais pour moi, le développement interne aura forcément une limite et je vois pas dans cet effectif une germe de contender si on reste avec cet effectif. Toutefois, et je pense que c'est le point le plus important, les Knicks sont en train de créer une culture. Ils sont en train de lancer une dynamique de culture de la gagne, de culture de dureté défensive qui va rendre cette franchise dans le plus gros marché NBA, qui va rendre cette franchise de plus en plus attractive pour des free agents. Et sur ce point, je pense que c'est très important que les mecs qui ont permis à la franchise de retrouver les sommets, enfin de retrouver les playoffs, en tout cas, le premier tour des playoffs, c'est les sommets. Euh, les mecs qui ont permis ça, Alec Burks, Julius Randle, Taj Gibson, Nerlens Noel, on leur a donné des contrats, peut-être un petit peu gros, mais que sur 2 ans, donc ça va. Mais on les a récompensés. Et je pense que cette instauration de culture, elle parle autour de la ligue et elle plaît aux free agents potentiels à l'horizon 2022-2023, où là, les Knicks pourraient rajouter la superstar qui leur manque pour devenir un contender sérieux. Oui, c'est de toute façon, comme je le disais, on partait de très loin avec les Knicks. Il y a une attractivité à reconstruire, même pour de nouveau attirer des free agents, parce que ça avait été l'image des Knicks, avait été vraiment très endommagée. Ben, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as d'autres choses à dire par rapport à ça, une autre vision, d'autres possibilités, peut-être par rapport même aux joueurs ou n'importe quoi? Non, je suis d'accord avec FD sur le fait que, en fait, là, pour l'instant, on n'a pas un groupe pour viser. Enfin, si on prend le groupe tel qu'il est aujourd'hui, notre groupe visera pas, même dans 3 ans, même après le développement des joueurs, il visera pas le haut du panier en NBA. Par contre, c'est un très bon groupe c'est pour ça qu'il est dans cette preview, c'est un très bon groupe pour viser ce qu'on peut nous considérer comme le ventre mou un peu haut de l'Est, donc on va dire entre la 5e et la 9e place, 10e place en fonction des saisons avec ce groupe-là. Mais sauf que, à la différence près de certaines équipes, c'est que nous, on est les Knicks, on est New York, et donc on aura plus de facilité à attirer des stars si on a comment dire, un roster qualitatif en termes de role player et si on a des finances saines. Enfin, c'est pas, c'est assez. Enfin, c'est dommage, mais c'est vrai que nous, on aura plus de facilité d'attirer du monde que d'autres franchises. Donc ça, il faut savoir s'en servir. Et ce que fait le front office actuellement,
bah, ça semble aller dans cette logique. Ne pas trop se précipiter, à faire des trades ou des signatures, excessives. Garder de la flexibilité, beaucoup d'assets, parce que là, le nombre de joueurs qui peuvent être tradés, en un claquement de doigts est assez important et donc dans les prochaines années, oui, si on se débrouille bien, pardon, les Knicks, ça devrait retrouver le haut de la conférence, on l'espère en tout cas. Une construction voilà, nouvellement intelligente de la part d'Enix, si vous me le permettez, messieurs. Et qui fait du bien en termes de vision, etc. C'est vrai que j'introduis à chaque fois, enfin j'essaye d'introduire plus ou moins à chaque fois cette notion de moyen long terme pour voir comment se situent les franchises pour dépasser leur plafond et peut-être aller vers les playoffs, vers le titre, etc. C'est peut-être un biais de ma part, mais c'est aussi une façon de voir un peu comment s'inscrit la franchise sur un plus long terme, et s'il y a une vision à plus long terme qui peut manquer parfois et donner vraiment ce problème d'échec permanent. Les Knicks semblent un petit peu se sortir de leur problématique de construction et on entreaperçoit voilà ces possibilités que vous avez parfaitement évoquées, alors qu'on salue Jordan et Entorse, Entorse qui nous a suivis avec un pseudo incroyable. Entorse, j'espère que tu ne porteras pas la poisse à aucun des joueurs qu'on citera aujourd'hui. Alors, ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas. Alors qu'on dit bonjour également à TV Shady. Bienvenue à toi sur ce live. Il rentre dans le 5 avec nous. Pour terminer par rapport aux Knicks et par rapport à ce que je disais, c'est pas vraiment pour dénigrer les franchises non plus qui ne sont pas contenders tout de suite. C'est au contraire pour montrer à quel point parfois ça peut prendre du temps. Ça peut aussi passer par des chemins très différents. Comme tu le disais Ben, New York peut tabler sur son attractivité et potentiellement s'en servir plutôt que passer par la draft, ou en tout cas totalement ne pouvoir compter que là-dessus. Donc c'est intéressant de voir ça et de voir que les Knicks enfin trouvent peut-être une solution, une vision à moyen, long terme, et je suis assez content pour la franchise. Je suis assez content, j'étais très content de les revoir en playoff au Madison Square Garden. C'est quand même un public et une ambiance de folie qui nous a manqué et qui, moi je trouve en tout cas, m'a vachement enthousiasmé. Donc je pense qu'on peut terminer sur ces Knicks là en leur souhaitant de confirmer cette saison un petit peu surprise. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, que ce soit dans le chat ou vous-même, messieurs, avant qu'on passe à la suite au Toronto